Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième saison du podcast Marketing du cabinet comptable. 2 fois par mois, je vous livre les tips marketing qui fonctionnent dans la profession, en allant à la rencontre de vos confrères experts comptables et de spécialistes de notre secteur. L'objectif est clair, vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet. Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable et je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors on se retrouve dans le 12e épisode consacré au rôle du chef d'entreprise avant d'être expert comptable. Et pour m'accompagner sur cette thématique, j'ai la chance de recevoir Eric Berberès qui va nous donner son expérience et on peut dire que c'est quelqu'un de très important dans la profession. Donc déjà, merci Eric d'être présent. Merci à toi Florian, très important, non je suis pas d'accord, mais enfin bon, je le prends, le petit ego que j'ai au fond de moi l'accepte. T'es quand même connu et reconnu pour la formation, je vais te laisser te présenter, parce qu'il y a sûrement des gens qui te connaissent pas, mais t'as un sacré parcours, donc est-ce que tu peux te présenter toi et ton parcours ? Avec plaisir. J'ai un parcours assez traditionnel, bac général scientifique, pas trop d'idées sur la suite des opérations, à part que gamin, j'ai toujours rêvé d'être journaliste d'investigation ou enseignant. Et donc, je me suis retrouvé en filière sciences éco, et puis à un moment donné, par les hasards de la vie, en réalité, le papa de mon ex-femme, qui était expert comptable, qui m'a amené sur la filière de la compta. Et donc là, j'ai fait un parcours très traditionnel, puisque j'ai validé un BTS compta-gestion de manière assez facile, puisque je me suis vraiment retrouvé en fait dans les enseignements et dans ce qu'on attendait de nous. Donc je me suis un petit peu révélé quand je suis arrivé en BTS, alors qu'en sciences éco, en fac, j'étais vraiment pas à ma place, je comprenais pas tout. Et puis c'était désordonné, il y avait, enfin bon voilà, moi j'ai besoin de structuration. En tout cas à cet âge-là, j'avais besoin de structuration, donc le BTS m'a mis sur la bonne voie. Et puis après, j'avais le choix entre à l'époque le DECF et tenter de rentrer dans l'ancêtre du Master CCA, qui s'appelait à l'époque, alors ça n'a pas un joli nom en tout cas dans l'acronyme, la MSTCF. Alors c'était évidemment pas une maladie sexuellement transmissible, mais c'était l'ancêtre des Master CCA qui étaient dans les IAE, dans les instituts d'administration et d'entreprise, puisque les facs déjà, depuis plus de 30 ans aujourd'hui, avaient mis en place des filières dites professionnelles. Et donc la maîtrise des sciences et techniques comptables et financières était installée dans toutes les régions en France. On y rentrait sur dossier et sur concours écrit. Et j'ai eu la chance d'être pris, donc je suis rentré en MSTCF. C'était en 1995 de mémoire. Donc j'ai fait mon parcours de 2 années et puis ensuite on avait à l'IAE à Toulouse une formation accélérée puisqu'on finissait en juin et on en rentrait ensuite en septembre pour passer à l'époque le DESCF en décembre. Donc septembre-décembre, c'était une formation accélérée. J'ai raté une première fois mon DESCF d'un demi-point et j'ai commencé à travailler en cabinet en janvier 98 en me disant je vais repréparer à nouveau le DESCF en candidat libre. Je l'ai eu la seconde fois, mais ça a été tellement de travail dans l'accumulation, de l'apprentissage de ce qu'est un cabinet, les dossiers, etc., que je m'étais promis que si je l'avais pas, je faisais autre chose ou autrement. Bon, je l'ai eu, donc tu vois, je fais exprès parce que c'est souvent à la fois des carrefours avec des aléas, et puis on prend des voies qui par moments sont sans issue, ou d'autres qui sont à voies multiples en sortie. J'ai poursuivi en rentrant en stage d'expertise comptable. Donc j'ai suivi ensuite mon parcours classique, stage d'expertise comptable. J'ai passé mon DEC en 2002 et je me suis installé janvier 2003, donc il y a exactement 20 ans. Ex nihilo, mais en travaillant sur une base de dossiers qui étaient ceux de mon ancien maître de stage avec qui je collaborais. Et donc, je l'en remercie encore avec le recul. J'ai développé ma clientèle, j'ai recruté une première salariée en alternance très rapidement parce que j'étais conscient qu'il fallait se libérer du temps. Et voilà, de fil en aiguille, je la fais très rapide parce qu'on résume pas non plus en quelques minutes une vie professionnelle. Et puis, tu auras l'occasion, je suppose, de me questionner. Mais je suis monté à une équipe de 9-10 salariés jusqu'en 2012 où j'étais conscient d'ores et déjà de la difficulté d'être solo dans ce métier. Et donc là, je me suis rapproché d'un groupe d'experts comptables avec qui on a je dirais, co-travaillé. Et puis, j'ai énormément appris avec eux, avec un projet qui était sympa. Ils sont associés officiellement aujourd'hui.
Sauf que moi, sur les 3-4 ans qui ont suivi, en sortie, j'étais pas tout à fait en accord, je dirais, avec ce qui était la philosophie, notamment la performance économique, entre autres. Et puis moi, j'étais une période de ma vie où j'étais en tension professionnelle avec une charge mentale assez importante, et je crois qu'ils ne l'ont pas trop accepté. Donc tout ça m'a amené à faire un choix assez radical. J'ai vendu ma société d'expertise comptable, puisque mon expertise comptable était hébergée dans une SARL de manière classique. Je l'ai vendue en 2017. Et puis en 2018, j'ai poursuivi en BNC, en solo pur, avec la vocation très claire de me faire à la fois plaisir, et puis d'essayer d'être, comme dans l'ikigai japonais, à la fois dans le sens et dans la résultant des compétences que j'avais, pour essayer d'avoir une rémunération. Je fais exprès, c'est les 3 critères de l'ikigai japonais, et d'avoir une rémunération qui puisse être en lien évidemment avec à la fois une passion ou le sens qu'était mon activité pro et les compétences. Et ça s'est trouvé être la formation. Bon, sachant que j'ai toujours fait de la formation, dès l'entrée en stage d'expertise comptable, j'ai commencé à intervenir à l'époque à l'université, à l'IAE de Toulouse, et je n'ai jamais cessé en fait, en réalité. J'ai fait jusqu'à 150 heures de face-à-face pédagogique en fac et école. Et j'ai arrêté en 2006 ça, parce que je pouvais pas tout développer en même temps. Et donc je me suis rationalisé sur la formation dans la profession. Et donc c'est là que je suis devenu contrôleur de stage. Et donc en 2018, j'avais quand même un gros back-office derrière moi, hein. Je partais pas de zéro, loin de là. Par contre, j'ai professionnalisé. Donc j'ai décidé de m'inscrire comme organisme de formation indépendant. Et puis à l'époque, j'ai passé le Datadoc, puisque c'était nécessaire pour pouvoir être, entre guillemets, reconnu sur l'approche de formation, ce qui a donné lieu d'ailleurs ensuite en janvier 2022 à l'obtention de la certification Calliope, que j'ai aujourd'hui. Il me faut d'ailleurs passer l'audit de surveillance dans peu de temps. Et donc en parallèle, j'ai développé à compter de 2018 mon activité de formateur indépendant, toujours dans la profession. Je me suis toujours j'ai fait quelques interventions évidemment de ci de là dans des milieux parallèles, profession libérale et commerçant. Mais à 98%, on va dire que j'ai fait focus sur la profession, parce que je l'aime, parce que je connais, parce que je suis légitime, et parce que je crois apporter modestement des choses à ce public-là. Et donc en parallèle à la formation, j'ai quand même maintenu une activité de commissariat aux comptes, puisque j'avais à l'époque une 15aine de mandats. J'en ai perdu quelques-uns depuis, parce que Pacte est passé par là. Et puis j'ai gardé quelques dossiers en expertise comptable, histoire de pas finir vieux con, d'avoir encore les mains dans le cambouis. Donc jusqu'à il y a très très peu de temps, puisque là j'ai totalement arrêté ça assez récemment, en tout cas sur les clôtures 2022, mais j'ai fini mes derniers bilans à la mano, avec des saisies d'écriture. Comme je vois que beaucoup de collabs n'ont plus envie d'en faire, mais voilà, il y a des vieux cons comme moi qui continuent à faire de la saisie, même s'ils ils automatisent un max, mais il y a encore de la saisie, parce qu'on n'a pas une interface avec les ordinateurs et les applicatifs comptables. Voilà, en résumé. En complément, et pour finaliser peut-être simplement, dans la profession, j'ai essayé toujours de m'investir. Donc dès le stage d'expertise comptable, j'étais évidemment à l'annexe à l'époque Midi-Pyrénées, et puis j'étais aspiré dans l'annexe nationale, au bureau national, où je me suis éclaté. En fait, ça calait parfaitement avec ma manière de voir les choses, le fait de faire des rencontres, d'avoir des relations humaines, et puis de la prospective. Moi, je suis j'aime beaucoup réfléchir, et à l'époque, je me suis régalé intellectuellement avec les gens que j'ai croisés. Et dans la foulée, une fois diplômé, je suis passé évidemment au CJEC, et toujours au CJEC national. Donc à l'époque, j'ai fini au national à l'annexe sous la mandature de Marie-Claude Mignon, avec qui je suis toujours en contact. Et puis au CJEC à l'époque avec Lionel Escafre, que j'ai de temps en temps en échange, qui aujourd'hui est un éminent professeur des universités, et qui par ailleurs est aussi commissaire aux comptes, praticien. Donc c'est des gens, et toute l'équipe de l'époque, que je salue s'ils nous entendent. J'ai de très 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 bons souvenirs. Ça a été une époque assez formidable. J'ai tenté de poursuivre cet investissement dans la profession au niveau syndical en suivant. Mais bon, j'ai jamais là-dessus, j'y suis resté en tant qu'adhérent assez longtemps. Et puis à 7-8 ans, j'ai volontairement arrêté, parce que je trouvais que c'était pas non plus tout à fait compatible avec l'approche de la formation et ce qui est une éthique d'indépendance. Je suis assez attaché à ça.
Et de ce fait-là, je n'ai plus été syndiqué, mais je suis tout ce qui se passe encore aujourd'hui, ce matin, par mail, et j'ai pas mal de relations, donc je suis toujours intéressé, puisque c'est là que se passent en réalité les décisions. Donc ça, j'en suis conscient. Et donc au-delà de ça, ensuite, je me suis, en plus du contrôle de stage, j'ai été contrôleur qualité-ordre jusqu'à cette année. Donc j'ai fait pas mal d'années de contrôle qualité dans les cabinets, hein, sur la grande région Occitanie depuis 3-4 ans. Et contrôleur qualité à la compagnie en 2018, quand je me suis retrouvé en solo. Alors que le pacte était quasiment décidé, j'ai eu une vraie réflexion à savoir est-ce que l'audit allait être une source d'avenir ou pas, et je me suis dit, écoute, t'as deux mandats, t'as transpiré pour être là et t'as assumé jusqu'à présent. Essayons au contraire de donner à l'institution et d'essayer d'être dans l'institution, et je me suis dit comment faire sans jeu politique, sans jeu syndical et sans aucune volonté quelconque de parvenir à titre individuel dans la profession à ce niveau-là. C'était le contrôle qualité, ça me semblait être intéressant. Et comme la confraternité est pour moi très très importante, la rencontre d'autres cabinets aussi, j'ai fait ça jusqu'à 2022 là aussi, puisque j'ai mis en suspens en raison d'autres perspectives. Tout ça pour dire que j'ai vraiment toujours été dans la profession, très actif, très à l'écoute, un modeste témoin individuel, mais entre les experts comptables stagiaires que j'ai pu croiser depuis plus de 15 ans, et puis les confrères en contrôle qualité, sans compter le jury du DEC, puisque je suis examinateur du DEC. Voilà, je pense que tout ça m'a donné des tensiomètres, des thermomètres qui sont plutôt, je dirais, intéressants pour appréhender et palper ce métier et cette profession. Bah, je remarque en tout cas que tu as beaucoup d'expérience, tu as beaucoup de vécu parce que t'es passé de ex nihilo tout seul au bout d'1 an. Donc déjà, il faut avoir les épaules solides, tu as un petit peu ce côté envie d'entreprendre. Tu as vécu l'association, tu as été dans le partage, toujours le partage, avec la formation, le jury du DEC. Tu as participé aussi au congrès, sur des conférences. Enfin, tu as toujours ce leitmotiv d'entreprendre. J'ai l'impression de ne pas t'ennuyer parce que du coup, tu es tout le temps sur plein de casquettes. Est-ce que tu peux nous parler, si tu le veux bien, de ta nouvelle petite vie qui arrive là, qui est en train de se mettre en place ? Bien sûr, je peux en parler, j'en suis très très fier. Dans le cadre de ces je dirais, rencontres et de ces échanges que l'on a toutes et tous dans la profession, au travers de formations, de congrès, etc. Un vecteur je dirais, de communication assez intense aujourd'hui, et tous les deux on s'est d'ailleurs rencontrés par celui-là, c'est LinkedIn. Et donc par LinkedIn, j'ai rencontré il y a quelques années maintenant le fondateur d'un réseau qui à l'époque s'appelait Jarvis. Et je me suis dit, c'est qui ce type Jarvis? En plus, je vois, si tu m'entends, tu vas rigoler. C'est évidemment c'est un fan d'Avenger. C'est l'IA de Iron Man, et ça m'a interpellé. J'ai commencé à regarder, et puis il m'a contacté. Et il m'a recontacté il y a 2-3 ans de manière assez rapprochée, parce qu'il voulait en fait que j'intègre le réseau qui venait de constituer. Et ce réseau, c'était Jarvis, et c'est devenu Vision, Viseeon. Et ce réseau d'expertise comptable m'intéressait pour différentes raisons à l'époque. Un, c'était disruptif. Deux, ça se voulait être européen. 3, c'était dirigé, managé par ce garçon que j'ai appris à découvrir et qui me semblait être pour le coup un entrepreneur dans l'âme, et ça m'a passionné. Moi, je suis toujours dans les rencontres en réalité, et ça a été un élément déclenchant. Ce qui m'a plu été après, c'est qu'il voulait que je sois dans le réseau en tant qu'expert comptable. Et je lui ai expliqué ce que je t'expliquais un petit peu dans mon parcours, c'est-à-dire que je voulais plus faire d'expertise traditionnelle, et je voulais m'orienter vers ce qui avait du sens. Non pas que l'expertise n'a pas de sens, puisque j'en vis quand même aujourd'hui, en tout cas des connaissances et de l'expérience, mais plutôt de ce que je pouvais moi apporter sur le plan de la transmission, du partage et de la formation. Et comme c'est un garçon qui, je dirais, est obtus, qui est une qualité pour les dirigeants d'entreprise, et qui par ailleurs m'a croyé en moi, je pense, et de ce que j'ai fait, il a eu le temps de m'observer de loin. Il est revenu vers moi, du moins lorsqu'on s'est croisé au Congrès de Paris l'an dernier, en septembre, et ça a donné lieu à un rendez-vous au siège de Vision en décembre 2022,
Et j'ai accepté, après beaucoup de réflexion, de prendre un travail au sens contractuel, donc de passer d'un statut libéral à un contrat de travail avec lui en tant que... alors ils appellent ça, parce que c'est évidemment un modèle européen et qui a notamment une grosse levée de fonds il n'y a pas longtemps, un CTO, donc CTO, Chief Training Officer, c'est-à-dire responsable de la formation du réseau Vision. Étant entendu que Vision est une marque avant tout, c'est un réseau d'expertise comptable et que moi je travaille avec Joël et d'autres évidemment, on est une quarantaine en tout au siège. Au siège, on est une entreprise de prestation de services pour le back-office, de l'accompagnement et alors lancement, accompagnement et développement des experts comptables qui sont membres du réseau. Donc j'ai démarré au 1er mars, les choses ont été à fond de manette. Je suis de nouveau dans une nouvelle aventure qui est un petit peu comme les vents tourbillonnants ascensionnels quand tu fais du deltaplane ou du parachute. Et donc, on a plein de projets, plein de choses en cours et je m'éclate. Sachant que Joël m'a permis de garder une petite activité libérale à côté, puisque c'est évidemment en toute loyauté et transparence avec lui et c'est complémentaire avec ce qu'on fait chez Vision. Donc, écoute, pour l'instant, beaucoup de travail, mais beaucoup de plaisir. Et c'est toujours effectivement le même moteur. Il y a une chose que tu avais dit au début, c'est que si tu avais loupé une deuxième fois ton DSCG, c'est que derrière, t'arrêtais tout. Tu vois comme quoi, des fois, ouais, c'est peut-être un marathon, mais derrière, c'est des opportunités. Là, tu vas changer de ta casquette libérale en salarié, mais tu t'éclates, toujours autour de notre profession, l'expertise comptable. Ça, c'est super bien. Oui, alors maintenant... moi, j'ai eu 50 ans cette année, donc c'est vrai que j'ai un petit peu plus de recul et de bouteille. Je t'avoue que tout ce que je te raconte avec recul a donné lieu à des moments où j'ai réfléchi. Mais en réalité, avec le recul, j'ai jamais trop pris le temps à réfléchir. Je suis assez dans l'action et en ce sens, je crois que je suis entrepreneur dans l'âme. C'est-à-dire que il y a des choix à faire. Je suis assez pragmatique en fait. J'ai un critère de base, c'est ce dont je ne veux pas et ce que je ne souhaite pas. Ça, c'est ancré en moi. Et en fait, à chaque fois que j'ai des opportunités, je raisonne plutôt en est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que ça va me permettre de découvrir autre chose? Et est-ce que c'est dans les valeurs que je porte? Et dès lors que tout ça se présente, je dirais, dans cet ensemble-là, cohérent, il est rare que j'ai fait des hésitations de choix. Et je vais même plus loin, je n'ai jamais eu de regrets dans mes choix. Parce que on apprend tout le temps, finalement. On apprend tout le temps. Et alors, l'histoire du DESCF à l'époque, le DSCG d'aujourd'hui, oui, je m'étais promis parce que j'en ai tellement bavé que si je l'avais pas, ce diplôme, parce qu'il est très, très compliqué, encore aujourd'hui. Je compatis totalement avec tous les étudiants. J'en ai pas mal dans mon réseau, et puis que je croise. C'est un diplôme très compliqué. Alors, j'ai toujours dit, c'est une filière de besogneux. C'est vraiment mon approche. Ça n'a rien de péjoratif. Besogneux parce qu'il faut énormément travailler. D'abord, c'est très académique du début à la fin. Et on te demande d'avoir énormément de savoir et de compétences liées au savoir. Donc, il n'y a pas photo. Quand tu es étudiant, t'apprends, tu travailles, t'apprends, tu fais des exos, tu fais des annales. Et puis, quand tu es dans la vie pratique, tu expérimentes et tu acquiers ta propre expérience. Mais dans les deux cas de figure, on te demande quand même d'être très besogneux. C'est un métier de labeur. Alors, c'est pas joli, mais au sens laboris, en latin, c'est-à-dire travail. C'est-à-dire que c'est un métier où, quand je vois que beaucoup de gens se disent que, je dirais, en travaillant moins, on va pouvoir l'exercer, je n'y crois pas trop. Qu'on s'organise différemment, oui. Que l'on lâche du lest sur pas mal d'éléments, oui, bien sûr. Mais n'oublions pas, c'est un métier avant tout, encore plus demain, de prestation de service. Et je ne connais pas de prestataire de service qui ne travaille pas. Donc, je crois que c'est un message qu'il faut avoir. Et du coup, je m'étais promis de pas valider, que si je ne validais pas ce DESCF, je ne poursuivais pas. Oui, je le validais, on va dire que j'ai travaillé et que je l'ai eu. Donc, le travail récompense, ça c'est clair. Et en plus, c'est un diplôme, qu'on a, l'expertise comptable qui, comme tu dis, c'est besogneux, désolé, j'ai fait une petite intercade. Et justement, il faut avoir à côté de ça une facette un peu chef d'entreprise. C'est pour ça que dans cet épisode, j'ai fait appel à toi, ton expérience. Je voulais mettre en avant cette facette importante de l'expert comptable qu'on a, c'est le chef d'entreprise. Mais tu vois, dès le départ, on ne met pas ça en avant. On ne l'apprend pas assez initialement. On a l'impression qu'une fois qu'on a le deck, ça y est, on est chef d'entreprise pour lancer son cabinet. Et cette impression, c'est comme si c'était inné, alors que c'est pas le cas.
Est-ce que tu peux nous donner ton avis à ce sujet et partager ton expérience? Parce que toi, tu t'es lancé 1 an après avoir eu ton diplôme. T'as pas eu peur? Jamais. Alors, je vais essayer de mettre les choses dans l'ordre. Je crois que la première qualité d'un entrepreneur, c'est d'avoir une peur maîtrisée. C'est-à-dire, en gros, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur dans les actions que l'on mène pour parvenir à un ou des objectifs liés à l'entreprise dans laquelle on est ou que l'on a créé. Ça, c'est pour moi, dans l'ADN, c'est peut-être le premier maillon. Et je crois que l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, notamment, chaque année, toute l'année, j'interviens non seulement en Occitanie, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine avec des stagiaires. Et j'aime bien le midi au moment des repas, je te l'avais évoqué, et échanger sur c'est quoi l'an prochain, qu'est-ce que vous faites, quel est votre projet professionnel. Et je suis très dépité parce que la plupart du temps, ces jeunes ne se sentent pas légitimes, ne se sentent pas assez expérimentés. En réalité, pour moi, ils ont juste peur du lendemain et de l'incertitude. Et ça, je crois que les cabinets qui ont été lancés, créés, fondés par des dirigeants, sont des experts comptables qui sont avant tout entrepreneurs. Alors tout le monde ne l'est pas, hein, même dans notre profession. Et chez nos clients non plus, force est de le constater. Je veux dire, quand tu accompagnes des dirigeants de TPE-PME, comme je dis souvent, tu as un tiers de chefs d'entreprise de grande qualité, et puis on a un tiers de techniciens sans être gestionnaires et commerciaux. Et le dernier tiers, c'est un petit peu ceux qui sont, je dirais là, par hasard ou par erreur, parce qu'ils ont vu la lumière, ou parce que Pôle emploi les a poussés à un moment donné vers la création d'entreprises, mais c'est des gens qui n'ont aucune aptitude à l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'on a, quand on regarde les stats d'ailleurs sectorielles de l'INSEE sur, tu sais, au bout de 5 ans, la mortalité des entreprises, on a stricto sensu les mêmes stats depuis 30 ans. Hein. Donc c'est bien que, c'est lié à des caractères intrinsèques des dirigeants, et deux, et ça, là-dessus, je suis en total accord avec toi, et j'y réponds tout de suite, mais c'est pour moi très important parce que j'essaie de l'aborder régulièrement, notamment dans ma communication verbale ou écrite, par exemple sur LinkedIn. L'entrepreneuriat se travaille et se forge. C'est-à-dire que c'est pas inné, ça l'est pour certains, mais pas pour tout le monde. Partant de là, qu'est-ce qu'on fait? Dans les systèmes libéraux dans lesquels on vit, dans nos sociétés, il n'y a pas photo, il faut créer la valeur, il faut créer de la richesse. On voit ce qu'on mutualise, ce qu'on répartit aujourd'hui. Donc il n'y a pas photo. Si on tarit à la source, à la sortie du puits, il n'y aura pas une goutte de richesse créée. Donc il faut au contraire encourager par l'entrepreneuriat. Et dans notre profession, quand tu prends du début à la fin de la filière, je dirais de BTS ou de DCG jusqu'à l'obtention du DEC, eh bien en réalité on a, sauf erreur qu'on me dise si je me trompe, pas un module, des compétences sur lesquelles l'entrepreneuriat est central et pour laquelle on va essayer d'amener des gens à des niveaux requis. Alors, ça marche malgré tout, hein, donc il faut pas avoir un discours, je dirais, négatif ou fataliste. Par contre, dans les zones de perturbation ou les périodes compliquées, il n'y a pas photo. Si on veut continuer à développer des entreprises de prestation de services comme le sont les cabinets de manière très qualitative et avec un avenir florissant, il faut absolument avoir un esprit d'entreprise et un esprit entrepreneurial. Et je crois que c'est d'autant plus vrai, c'est pour ça que je me bats beaucoup en ce moment sur les problématiques de posture, les soft skills, c'est tout ce qui est lié en fait à la constituante de l'entrepreneuriat. C'est d'essayer de faire comprendre qu'il faut qu'on intègre dans nos parcours de formation cela. Alors, je suis maître de pas grand-chose, en tout cas pour toute la filière, puisque c'est éducation nationale, c'est l'institution. Je relais de temps en temps quand j'en ai le loisir et l'occasion. Par contre, nous, ce qu'on a fait chez Vision, puisque je viens de fonder et de refonder les parcours de formation avec l'équipe du board de Vision, on a des parcours de formation dans lesquels l'un des modules centraux est l'entrepreneuriat. Et ça, je suis heureux de ça, et c'était pas une notion de conviction personnelle, mais c'était une conviction collective. Et fort de ce constat, il a été évident que on travaille alors sur des experts comptables diplômés, mais on travaille malgré tout cette posture d'entrepreneuriat. Et ça se travaille, je crois, toute la vie, puisque la base, c'est quand même l'appréhension et la gestion du risque. Donc ça, nos métiers sont directement liés à ces deux critères.
T'as complètement raison. La première chose, et moi c'est ce que je ressens comme toi pour avoir échangé, c'est que, bah ok, je lance le cabinet, j'ai le deck, ça y est, j'ai les compétences techniques, mais bon, le client, faut peut-être aller le chercher. Il va pas nous attendre devant le palier, hein, donc il faut peut-être savoir faire du commercial. Comment je vais communiquer, faire mes offres, mes prix, je vends quoi, faire du marketing, être sur les réseaux sociaux. Enfin, toute cette palette-là, moi je pense que c'est obligatoire. C'est ce que tu as l'air de dire et de ressentir, hein. De ton côté, vous avez travaillé dessus, c'est devenu normal, quoi. T'as fait comment, toi, la première fois, le premier jour où t'es arrivé dans ton cabinet, t'as dit, ça y est, je suis chef d'entreprise, et bah voilà. Bah, t'as fait de la compta ou t'as été chercher des clients? Alors d'abord, je me rappelle parce que je crois que c'est la règle première, ça c'est ce que je crois profondément moi en tant qu'expert comptable, et c'est d'ailleurs ce qui est dans les textes officiels. La règle première du maître de stage, c'est non seulement de le former, mais c'est aussi de l'accompagner et de lui tenir la main jusqu'à son installation. Alors c'est pas écrit comme ça, mais c'est ce que cela sous-tend. Et j'ai eu un maître de stage de grande qualité, hein, c'était, je l'ai souvent dit, un petit peu mon père professionnel, et j'ai démarré pas de zéro, j'ai démarré avec un accord avec lui de gestion du dossier, du portefeuille de clients que j'avais. C'est un petit noyau, mais ça m'a permis effectivement en parallèle de travailler sur une démarche prospective et une démarche commerciale. Donc ça, je tenais à le rappeler, c'est important, parce que la plupart des jeunes qui sont dans des cabinets, qui veulent s'installer, n'hésitez pas à aborder le sujet avec vos maîtres de stage. D'abord, il y a beaucoup de cabinets qui fonctionnent comme ça. On aime bien qu'un jeune s'installe avec stylo pour voir comment il se débrouille, pour ensuite l'associer, quitte à intégrer avec une valorisation du portefeuille et des zonos qu'il aura développés, etc. Hein, ce qui permet aussi de pas démarrer sec de zéro ou de se faire plomber sur un endettement colossal pour intégrer une structure capitalistique. Quand tu apportes 100 ou 200 000 euros de clients, ça se monnaie en travers d'une valorisation de capital. J'apprendrai ça à personne dans notre métier. Donc ça, c'est une des premières explications. Mais derrière, surtout, ce maître de stage a vocation à accompagner, à aider, et pourquoi pas à faciliter ou favoriser l'installation. Et donc, faut aller le voir. Faut aller le voir parce que très souvent, il va peut-être même préférer vous avoir sous sa coupe plutôt qu'en tant que concurrent. Pourquoi pas, hein, c'est une manière aussi de voir les choses. En tout cas, son rôle d'accompagnateur, on peut en trouver toutes les raisons, mais il est essentiel. Alors derrière ça, pour revenir à ta question de base, mais je voulais préciser parce que c'est vraiment important. Je trouve que les stagiaires sont trop souvent, alors je veux pas juger, hein, c'est du constat, mais inquiets, timorés, dans l'absence de communication avec le maître de stage. C'est une partie prenante. J'accompagne beaucoup sur le mémoire du deck, par exemple. Typiquement, voilà, là aussi, sur le mémoire du deck, votre maître de stage doit être présent, il doit vous accompagner, doit vous donner son avis, doit vous aider dans les moments difficiles, lui avant d'autres. Vous à premier, lui peut-être après, et puis d'autres après. Mais le maître de stage a me semble-t-il, une vertèbre essentielle dans la colonne vertébrale de l'expert comptable en devenir. Hein. Alors ensuite, comment on fait ? J'allais dire, on se démerde. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que c'est pas loin d'être une réalité. Alors ça l'était il y a 30 ans, hein, enfin il y a 25 ans. Il me semble que c'est toujours à peu près pareil. Alors une fois que j'ai fait ce constat, les choses sont beaucoup plus structurées aujourd'hui. Je m'explique. On a à la fois des syndicats professionnels et des associations professionnelles. J'ai cité tout à l'heure Annex et CJEC. Je leur fais pas de la pub, mais pas loin. Pourquoi ? Parce que ça reste des relais essentiels pour moi et pour la jeune génération encore, et ça le sera encore demain. Et donc, il faut porter ces deux associations professionnelles et de jeunes professionnels en avant. Ces deux structures se sont organisées quand même, notamment sur ce sujet d'installation. Et déjà, quand j'y étais au National, à l'époque avec le bureau de Lionel Escafre, c'était un des sujets importants pour nous, hein, de favoriser l'installation. Donc en fait, il y a quand même déjà pas mal de choses qui sont faites, de rencontres, d'ateliers au travers des deux associations professionnelles. Il faut absolument y aller. Il faut y aller d'abord parce que vous allez apprendre des choses, et ensuite parce que vous allez croiser d'autres comme vous qui, en général, se sont installés ex nihilo ou pas loin, et ça crée du réseau, et ça crée des échanges, et ça crée du co-développement, et ça crée de l'assurance et de la réassurance. Parce que ça permet de voir que les copains et les copines font à peu près comme vous, ou quand ils font mieux, pas comme vous, vous allez vous en servir comme modèle, parce que c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut toujours regarder ceux qui réussissent et pas ceux qui ne réussissent pas. Ensuite, ça s'est structuré un petit peu plus parce que le marketing, la communication
avec l'irruption de l'internet et des réseaux sociaux qui étaient balbutiants, moi quand j'ai démarré, hein, c'était là, mais c'était quand même pas aussi en place qu'aujourd'hui. Forcément, on est on baigne en fait dans un monde de communication. Et ça, c'est une notion différenciante, stratégique pour moi et significative. Dès lors qu'on est dans un mode de communication permanent, on est forcément ouvert à ce qui se passe autour de nous. Donc la curiosité reste essentielle et encore plus, je dirais, dans ces moments-là. Et il faut être curieux de tout. Hein, j'ai un triptyque, je te l'avais dit, moi c'est curiosité, esprit critique, pertinence. La curiosité est le capteur initial de tout ce que l'on peut faire, de tout ce qui se fait et de tout ce que l'on veut faire à la fois autour de nous, mais dans un monde beaucoup plus large. Donc cette curiosité amène en général aussi à trouver des formations spécifiques, aller s'instruire sur ce que l'on ne maîtrise pas bien. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, hein, c'est pour ça que je disais que cet ADN de l'entrepreneuriat est vraiment à instaurer dans notre filière professionnelle, au sens de formation initiale et de formation continue. Mais en dehors de ça, bah oui, on se démerde. D'ailleurs, le côté très positif qui existait jusqu'à il y a peu de temps, j'avais l'habitude de le dire en plaisantant auprès des stagiaires, c'est qu'il est rare de voir un expert comptable faire la manche. Ouais, faut quand même rappeler des réalités. Hein. On pleure toujours dans notre métier, mais il n'y a aucun professionnel qui ne travaille pas. Alors, on travaille pas comme on veut, on travaille pas comme on voudrait, on n'a peut-être pas la réussite escomptée, ou à l'inverse, on travaille beaucoup trop par rapport à ce qu'on gagne. On peut mettre tout ce qu'on veut comme qualificatif, mais on travaille. Il faut savoir quand même que dans des métiers parallèles et identiques aux nôtres, je prends le métier des avocats, il y a énormément d'avocats qui ne gagnent pas bien leur vie. Hein. Bon, c'est globalement pas le cas des experts comptables. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point important quand même, c'est qu'un expert comptable a, et je le rappelle, au 1er janvier de l'année en cours, la connaissance de son chiffre d'affaires qui, peu ou prou, ne va pas changer. Deuxième élément quand même plutôt rassurant, c'est-à-dire qu'on a une récurrence dans les travaux et dans la facturation. Et ça, beaucoup nous l'ont dit, il faut pas l'oublier. Donc ensuite, il faut développer comment travailler sur, avant tout, je vous crois, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce que l'on ne veut pas et ce que l'on n'est pas. Je crois beaucoup à ça, parce que cette posture d'auto-diagnostic est essentielle pour ensuite être en phase avec son environnement et avoir un impact. Moi, je crois beaucoup à l'impact. Et ça se travaille dans la durée, mais ça commence avant tout par ne pas tout accepter et savoir dire non. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est encore plus vrai que quand moi je me suis installé, dans la mesure où les clients sont beaucoup plus avertis de ce qu'est notre métier, notamment par l'Internet, hein, dont on parlait, sont capables de voir des évaluations, sont capables de voir des notifications, des notations des cabinets. On a des classements qui existent de partout. Donc aujourd'hui, la concurrence, qu'on le veuille ou pas, elle est excessive pour des tas de raisons bonnes ou mauvaises, mais elle est excessive. Et donc, il faut absolument travailler sur les vecteurs de 1, qui je suis, 2, qu'est-ce qui a du sens et ce vers quoi je veux aller. Et ça, c'est pas figé dans la vie. Donc ça veut dire qu'on va peut-être développer une activité généraliste, et puis qu'à un moment donné, on va devenir un spécialiste ou qu'on va travailler que sur l'expertise comptable, et peut-être que demain on fera que l'audit ou vice-versa, etc., etc. Donc un des points de l'entrepreneuriat qui est fondamental, notamment dans notre métier, c'est de prendre le travail quand il est là aussi, et puis de structurer les choses tranquillement et sereinement. Et après, c'est travailler beaucoup sur son offre de prestation. Quand je sais qui je suis et où je veux aller, naturellement, on a, je dirais, une ou des prestations et un catalogue de prestats. Donc ça, il y a déjà plus de 10 ans, c'était un sujet. Moi, j'avais déjà créé un catalogue de prestations qui était tarifé et qui permettait évidemment non seulement de faire comprendre à l'équipe en interne ce qu'on était capable de faire, et donc d'être capable d'accepter ou de répondre à des sollicitations de clients, mais aussi aux prospects de comprendre qui nous étions et comment on travaillait. Parce qu'il est évident que, en fonction des prestations qu'on propose, dès lors qu'elles sont packagées, marketées, eh bien, on donne une communication professionnelle très claire à l'écosystème dans lequel on est. Donc, c'est s'investir du marketing, de la communication. Et puis après, sur le développement commercial, eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, dans des structures de cabinet où on est seul, ça va être lié à l'appétence et au charisme et à la personnalité de son dirigeant. Pour d'autres réseaux, ça va être des sujets stratégiques.
Les bigs, j'en parle pas, ça fait 40 ans qu'ils font ça, et qui sont plus commerciaux que la plupart d'entre nous. Des cabinets de grosse taille, non assimilés à un big, mais je pense à Fiducial ou CEA, j'en aime volontairement plusieurs, sont des réseaux qui ont évidemment développé une appétence commerciale importante sur le terrain, très concrètement. Et puis après, il y a des regroupements pour lesquels ça reste encore des sujets un petit peu tabous et sur lesquels on n'investit pas peut-être suffisamment. Moi, j'ai toujours pensé que la commercialité était tout à fait synonyme d'éthique. Et je crois qu'on peut faire des actes de commerce dans notre métier. Et je pense que l'évolution des pratiques et de la législation va dans le sens qui était le mien là, depuis très longtemps. Mais je crois qu'à partir du moment où on a une éthique, on peut faire du commerce. Et en l'occurrence, à partir du moment où on a un expert comptable qui respectons des valeurs, eh bien, il est évident qu'on peut proposer des prestations de qualité et diverses. Bien sûr, c'est pas commercial, c'est pas un gros mot. Faut qu'on se le mette en place. Mais je vois déjà que tu avais une bonne appétence déjà pour l'entrepreneuriat, marketing, ainsi de suite. On avait parlé en off, 2 choses qui sont importantes pour moi dans un chef d'entreprise. Surtout en France, c'était la première, tu me parlais de la valeur de l'échec. C'était compliqué dans notre profession et en France aussi. Et l'autre aussi, a fortiori, c'est la charge mentale. Est-ce que tu veux qu'on en parle un petit peu, ces 2 thèmes ? Avec grand plaisir. Tu abordes 2 sujets qui, parmi d'autres, sont devenus essentiels pour moi. Pourquoi ? Parce que clivants. Je vais essayer de faire très simple et rapide, mais notre culture en France et notre éducation, je parle de l'éducation scolaire et universitaire, pas l'éducation familiale, mais en fait elle est liée, nous amène la plupart du temps à ne pas forcément prendre en compte ce que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire que la notion d'échec est toujours le leitmotiv pour réussir, mais dans le sens négatif. Moi, quand j'étais au lycée, c'était, par exemple, à l'époque, c'était feu les bacs G pour la compta. Mais à l'époque, quand tu faisais un bac G, aujourd'hui un bac STT, t'étais franchement une brêle, quoi. T'étais quelqu'un qui allait pointer au chômage. Je dis avec conviction de cette manière-là, parce que c'était vraiment la pensée générale. Et donc, les filières générales, notamment les filières scientifiques, ont toujours été les filières royales qui permettaient de réussir. Donc, tu vois, très tôt, on t'apprend et on t'inculque cette notion. On t'inculque aussi pendant tout ton parcours scolaire, mais dès la maternelle jusqu'à l'université, jusqu'au DEC, dans notre filière, l'évaluation avec les notes. Ce qui, par définition, reste quand même assez subjectif, notamment pour un paquet de matières. Tout le monde a été confronté en tant qu'élève à la non-compréhension d'une note qui lui avait été attribuée. Et donc, en réalité, quand tu n'avais pas la note qu'il fallait, ou quand tu avais moins de 10, c'était un échec. Et c'était toujours, dans la communication, je dirais, de l'enseignant, la plupart du temps, c'était orienté de cette manière-là. Et puis ensuite, tu te lances dans une activité professionnelle, on va stigmatiser les gens qui ne réussissent pas. On fait toujours un écho retentissant à une faillite, à un redressement judiciaire, même au quotidien, des recrutements mal réussis, la perte de gros clients. Alors qu'en réalité, tout ça n'est pas quelque chose écrit comme une partition de musique avec une clé de sol, une clé de fa, et puis des notes qui s'enchaînent de manière anticipée et prévisible. C'est-à-dire que la vie reste un sujet, et c'est pour ça qu'elle est magnifique, lié à l'incertitude. Donc, prenez l'échec comme étant une valeur de non-réussite par définition, me semble pas intelligent, et d'ailleurs les anglo-saxons fonctionnent pas du tout comme ça. Les anglo-saxons estiment qu'au contraire, c'est au travers de tes échecs qu'on est capable de voir pourquoi tu as réussi ou tu réussis et en quoi tu es capable de réussir. Avec, une notion importante, c'est la résilience. Donc l'échec, oui, moi je cultive le fait que avant de réussir, on se trompe. Voilà, tout simplement. C'est dit très simplement, mais j'y crois terriblement. Alors évidemment, il faut faire un gros travail sur soi parce qu'avec tout cet endoctrinement que je t'ai évoqué et ces croyances qui nous obsèdent, il ne faut pas s'étonner notamment qu'aujourd'hui, les jeunes mémorialistes à qui on va poser la question de l'installation n'aient pas envie d'y aller parce qu'ils ont en réalité peur de quoi ? D'échec. Alors que il faut partir la fleur au fusil et croire avec toutes les convictions de la Terre que on est capable d'eux et ils sont capables d'eux. Donc ça, c'est la notion d'échec avec la jointure qui est la résilience qui permet en réalité la réussite durable. Voilà.
C'est ce qui permet, alors, je dirais, à un chef d'entreprise, dans notre métier, mais dans d'autres aussi, évidemment, cette absorption des chocs thermiques, cette capacité de malléabilité sur les échecs ou les pseudo-échecs ou les échecs partiels. C'est ce qu'on appelle la résilience dans la direction d'entreprise, et c'est ce qui permet effectivement de tranquillement et sereinement cheminer. La deuxième notion qui m'est très très chère et que tu as évoquée, qu'on appelle la charge mentale. Alors en réalité, bon, j'ai pas le temps, mais la charge mentale historiquement est inhérent à la qualification des conséquences psychologiques qu'ont les femmes, parce que c'est toujours malheureusement un vrai sujet, à pouvoir, je dirais, absorber à la fois malheureusement leur vie personnelle et de mères et de femmes dans une famille et une activité professionnelle. Hein. Les premiers travaux en France datent d'une trentaine d'années et même un petit peu moins, et ils sont issus, le terme charge mentale est issu de ces travaux-là. Dans charge mentale, en réalité, moi je vais plutôt sur l'extension qui est l'accumulation ou le grossissement de cette charge mentale qui se traduit de nos jours par ce que l'on appelle le burn-out, de manière très illustrative. Et ça, c'est un vrai sujet. Pourquoi ? C'est un vrai sujet parce que, je peux t'en parler, j'y suis passé, c'est un vrai sujet parce que toutes ces croyances que l'on a autour de nous, que l'on a portées en nous depuis le plus jeune âge, et qui nous amènent forcément à réussir, créent par définition non pas une barrière protectrice, mais des armes létales à attaque différée finalement. C'est-à-dire que tu as ou pas la personnalité et les aptitudes psychologiques à absorber les chocs, mais à un moment donné, il n'y a pas photo, dans des contextes un petit peu compliqués, eh bien ça peut porter malheureusement en atteinte, et ça peut à ce moment-là positionner un individu dans quelque chose qui est une psychologie beaucoup trop impactée, et qui va évidemment nuire tout simplement à sa santé. Alors, il y a des graduations, je vais pas faire une définition complète, mais je fais exprès de le présenter comme ça. C'est-à-dire que d'un extrême à l'autre, on va passer de la charge mentale au burn-out, et il y a tout un registre entre les deux qui va amener les professionnels à se retrouver en gros en tension. Et ça, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Je l'ai vécu en découvrant. Donc, j'en parle aujourd'hui beaucoup plus facilement et aisément, pas forcément de manière directe. Mais j'essaie d'amener dans mes formations et les accompagnements que je fais à cette conscientisation et à la connaissance surtout de ce que sont les facteurs inducteurs et de ce que sont ensuite des solutions d'évitement. Parce que je crois que c'est ce qui manque le plus. On en parle un petit peu maintenant à la profession. Ils avaient fait un petit test au Conseil national, si je me rappelle bien, où les chefs d'entreprise et d'autant plus les experts comptables, on est à même à risquer cette grosse charge mentale et aller au burn-out. Et justement, c'est bien que tu en avances ça, parce que déjà, souvent, on est le premier conseiller des chefs d'entreprise qui sont pas bien. Nous, on est là, on absorbe déjà tout ça. En plus, on le voit actuellement avec toutes les dates, les deadlines qu'on doit récupérer, tout. C'est quand même une profession qui met une certaine pression. Alors, c'est très clair. Là-dessus, je vais être très, très clair. Ça reste quand même, on va dire, à discrétion, pour pas dire un tabou, mais ça reste un sujet très discret dans la profession. Premièrement, tu n'entends pas parler tous les 4 matins. 2, il y a un fait très clair aussi, c'est que il n'existe qu'un laboratoire de recherche en France qui est à Montpellier, qui s'appelle Amaroc, et qui travaille depuis longtemps. C'est le professeur Torres qui l'a fondé. Aujourd'hui, il commence à avoir pignon sur rue, donc ça c'est chouette. Mais il travaille exclusivement sur la santé mentale des dirigeants au sens large. Et il s'est intéressé par, je pense, une relation qui s'est nouée avec le Conseil régional d'Île-de-France, de l'Ordre. Si je dis pas de bêtises de mémoire, en 2018, Amaroc s'est emparé de ce sujet-là et a organisé et géré des entretiens avec les confrères et consoeurs de la région Île-de-France, à destin de savoir si la charge mentale dont on parlait était un sujet, et d'essayer de l'évaluer. Ça a été très clair. Je laisse à chacun et à chacune la possibilité d'aller sur ces infos et de le vérifier, et sur les résultats et les constats. Mais 30% des experts comptables avaient
étaient dans une situation qui est celle que j'évoque. Donc ce n'est pas neutre, c'était un tiers des professionnels en Île-de-France. Je parle de mémoire, c'était en 2018. Donc c'est pas très vieux. Je vais plus loin. En tant que professionnel, quand je l'ai découvert, ça, donc il y a peu de temps, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas été sur un élargissement à toute la profession, ne serait-ce que pour travailler dans la durée sur l'amélioration de la condition de vie psychologique de la profession. C'est un vrai sujet. Entre nous, on se le dit. Moi, je connais des tas d'experts comptables qui sont passés à des situations complexes. Il y a de plus en plus d'experts comptables qui cèdent définitivement leur activité, qui l'arrêtent pour ces raisons-là. Donc, c'est un sujet. Moi, j'aime pas enfermer dans une boîte à chaussures ou sous le fouloir les sujets qui sont problématiques. Au contraire, on a un intérêt collectif à s'en emparer. Pourquoi ? Revenir à ce que je disais. Former la profession le plus tôt possible sur ce que c'est d'abord d'un point de vue médical et quelles sont les thérapies d'abord. Deuxièmement, former à comprendre et à voir venir les facteurs qui t'amènent justement d'un début de charge mentale un petit peu sous tension à ce qui pourrait être au pire, malheureusement, le burn-out. Et pourquoi ? Pour prendre des dispositions de précaution et de sécurisation des individus. Et ça, je trouve pas ça normal que l'on n'ait pas pu, je dirais, aborder ça. Je me mets un petit peu plus loin. Je me suis renseigné dans notre système de formation au niveau national. Il n'y a pas un séminaire dédié à cette problématique de la gestion, je dirais, purement de ce que je viens d'évoquer. Donc ça, c'est une réponse à une question que j'ai posée il y a pas longtemps au CFPC. Donc il y a un sujet d'investigation, il y a un sujet de conception, de support, de formation pour les confrères et consoeurs qui seraient intéressés. En tout cas, il y a une vraie demande. Sur le terrain, c'est une certitude absolue. Donc déjà, c'est pas mal. On constate que la valeur de l'échec, c'est pas un échec, c'est juste une étape qui permet d'aller plus loin. La charge mentale, se débrouiller un petit peu pour la détecter plus tôt, pour peut-être, en fait, c'est peut-être tout lié, valeur échec, charge mentale, et peut-être se dire que faut peut-être que je change ma façon de faire pour être mieux, et être peut-être plus productif, et en fait, tout ira mieux. Je sais pas. Concrètement, c'est ça, c'est-à-dire que... Mais tu sais, c'est l'adage du vol de papillon. Un vol de papillon à Toulouse va amener un tsunami en Indonésie. C'est-à-dire qu'en réalité, tout est lié dans la vie, à la fois dans nos écosystèmes organiques, et je crois que malheureusement, le GIEC est là pour le rappeler régulièrement à nos esprits. Donc, on est dans des systèmes et des écosystèmes fermés, interdépendants et à multi-impact. Donc, partant de là, c'est aussi le cas de notre profession et de ces sujets qu'on a évoqués. Alors, il y a pas de raccourci à faire. En réalité, tout est lié. Ce qui est important, je reviens à ça, une dynamique première, c'est de commencer par savoir ce que l'on ne veut pas faire pour ne pas l'accepter. Deuxièmement, c'est d'être conscient de sa capacité de travail et sa capacité de sagacité intellectuelle et d'adaptation. Et troisièmement, c'est de ne pas vouloir trop en faire en enfouissant ce qui, justement, pourrait être un échec, notre propre capacité à faire face à une charge de travail. Et ça, c'est un vrai sujet parce que, alors ça, c'est le monde des libéraux en général, au passage, c'est pas lié qu'aux experts comptables, c'est vrai, libéraux d'ailleurs, les commerçants et artisans sont aussi dans cette posture-là, en gros, l'entrepreneur individuel au sens large. Mais il est clair que quand tu es libéral, en profession libérale notamment, on t'inculque que la réussite, c'est quoi ? La taille de ton cabinet. Et la taille de ton cabinet, c'est quoi ? C'est le 2 sous-jacent, le nombre de collabs et le chiffre d'affaires que tu génères. Alors, à telle enseigne, ce modèle est complètement, pour moi, obsolète. D'abord, on le vit depuis 2-3 ans de manière intense sur le terrain, c'est que les collabs, on les retient pas, on les attire pas et ils repartent malheureusement, régulièrement. Alors, on peut être dans le narcissisme, la critique absolue, c'est une génération de jeunes feignants, tout ce qu'on veut. Je veux pas rentrer là-dedans parce que c'est pas mon débat. Mais en tout cas, c'est un fait. Ou bien on peut trouver des solutions pour essayer effectivement d'amener tout ce beau monde dans un contexte de travail qui a du sens tout simplement. Le deuxième point, c'est le sens, je reviens à ça. Parce que s'il y a du sens, il y a compétence, plaisir et réussite. Et donc, peut-être qu'on nous a trop amené à vouloir faire absolument des missions, des prestats que d'ailleurs tout le monde fait, et d'ailleurs
tout le monde fait trop la même chose, ce qui fait qu'aussi, depuis 20 ans, et c'est pas moi qui le dis, les enquêtes nationales du Conseil de l'ordre le confirment, on a un panier moyen par client qui ne fait que baisser, c'est-à-dire qu'on s'est un petit peu auto-flagellé et on a savonné la planche en bois sur laquelle on était. Mais c'est peut-être justement, moi je pense aujourd'hui, le moment ou jamais de poser des vraies questions sur tous ces aspects-là, étant entendu qu'on a un capital confiance et une reconnaissance qui est important dans le monde économique. Ça, on ne peut pas nous le reprocher, parce que la profession taf est laborieuse, donc elle travaille, elle fait son travail, elle est discrète, mais elle fait beaucoup de travail. Et donc ce capital, entre guillemets, confiance, doit se transformer avec les transformations de la société que l'on vit aujourd'hui. Et évidemment, comme toutes les mutations, c'est complexe parce que on ne sait pas trop vers où on va, on ne sait pas trop comment il faut l'aborder. Moi, ce que je sais, c'est qu'il faut pas trop tergiverser. Voilà. Ça, c'est mon cheval de bataille. Chacun fait comme il veut, c'est le principe de la liberté, mais je crois qu'il ne faut pas se tromper non plus sur les signaux faibles. Justement, on veut ton expérience, donc tu as exercé 15 ans dans différents endroits, différentes tailles. Pourrais-tu nous partager tes conseils ou les erreurs que tu voudrais pas commettre quand on est chef d'entreprise, quand on a son cabinet et qu'on se lance de différentes tailles? J'en ai fait, bien sûr, mais comme je te dis, j'ai pas de regrets, c'est-à-dire que je pense pas avoir fait d'erreurs magistrales ou d'erreurs très importantes. On a un job, tu dures pas, quoi. Je suis très clair là-dessus, et quand je parle de responsabilité en contrôle de stage, je parle en l'assumant pleinement parce que j'ai, comme tous les experts comptables, été confronté à différents sujets. Donc tu ne peux pas faire des erreurs magistrales ou des erreurs gravissimes dans nos métiers au sens gestion ou développement d'un cabinet. Par contre, les erreurs, je crois, viennent et proviennent souvent de ce que l'on est et, à mon sens, du fait qu'on ne se connaît pas assez. Donc ça, c'est un point peut-être que je mettrai en avant. La fameuse confiance en soi, sous-jacente à tout ce qu'on a dit, est en réalité un cheminement qui commence par la connaissance de soi. Et là, c'est pareil, on nous apprend à aucun moment, ou trop rarement, parce qu'on peut être dans des cursus ou dans des enseignements avec des enseignants et des profs qui, effectivement, peuvent y être sensibilisés, mais de manière générale, on t'apprend peu à te regarder, à t'écouter, à te comprendre, à te découvrir, tout simplement. Ce qui n'est pas du tout la philosophie asiatique, par exemple. On est nous complètement à l'opposé de ça. Et donc, je crois qu'il faut commencer par ça pour éviter quelques erreurs que j'ai pu faire. Moi, je suis bienveillant et gentil, mais un vrai gentil, et je me suis souvent fait, par exemple, berner par naïveté gentille dans certains contextes, notamment avec des salariés ou avec des clients. J'ai une capacité à faire confiance parce que je suis bienveillant qui est très forte. Et donc, là aussi, la bienveillance a ses limites, et la confiance, comme on dit souvent, n'empêche pas contrôle, et la confiance est un vrai sujet dans nos métiers où on délègue beaucoup trop peut-être, sans modalité de supervision efficace ou très efficace. Péché aussi par abus de positivisme. On pense souvent que ce que l'on a en tête par rapport à ce que l'on est et qui l'on est va pouvoir se réaliser. Et ça, c'est le principe même de l'entrepreneuriat, et heureusement. Mais simplement, malheureusement, la force n'est pas toujours avec nous. C'est-à-dire qu'il va falloir embarquer une équipe, il va falloir convaincre des clients, des partenaires, des fournisseurs, que sais-je encore. Et donc, très souvent, on rejoint la charge mentale. Cette énergie qu'il faut déployer pour amener tout ce monde-là peut être excessive et peut conduire aussi à des échecs ou des semi-échecs, mais qui sont en fait liés à une erreur d'appréciation, une erreur de jugement de la manière dont on peut ou pas, je dirais, s'accompagner de telle ou telle personne ou projeter tel ou tel projet avec des moyens qui sont les nôtres et qui ne sont finalement que les nôtres. Globalement, voilà les erreurs que j'ai pu commettre. Après, honnêtement, à part ce que je viens de te dire, où j'ai eu des conséquences qui pouvaient être négatives, je pense pas avoir fait d'erreur de rapidité dans mon développement, de trop me développer parce qu'il fallait le faire. J'ai toujours été assez conscient de ce que je souhaitais, du périmètre, je dirais, protection de ce qui était mon cabinet et la manière dont je souhaitais le faire évoluer. Quel serait alors le conseil pour celui qui se lance ex nihilo aujourd'hui?
Qu'est-ce qui devrait pour toi les 3-4 points essentiels avant de se dire bah tiens, ça y est, je vais déjà choisir mon logiciel, mon éditeur. Quels sont les trucs quand tu dis tiens, je monte ma boîte? La première chose, et c'est indirectement lié à tout ce que j'ai dit, c'est de se faire confiance et de ne pas écouter les autres, par principe. Quand je dis ne pas écouter les autres, c'est pas ne pas entendre les autres. Hein, entendre et écouter sont deux verbes d'action sensitifs qui ont un sens très précis. Entendre, tu vois, du brouhaha, et écouter, c'est percevoir très précisément le son qui est émis par telle ou telle personne, en l'occurrence les pensées exprimées verbalement. Donc ne pas écouter parce que, comme je le dis souvent, notamment quand j'entraîne et que j'accompagne et que je forme, les autres sont pas vous. Voilà. On peut faire ce qu'on veut, mais ce qui concerne Florian Dufour ne peut pas toujours concerner Éric Berberès. Et la manière de réagir de Florian Dufour ne peut pas être celle qu'aura adoptée Éric Berberès. Donc écouter les autres, à mon avis, est une erreur. En tout cas, il faut y mettre beaucoup de filtres, et je reviens à ce que je disais, d'esprit critique et de pertinence. Parce que quand on écoute les autres, en plus dans le métier, et notamment dans l'entrepreneuriat, eh bien, il y a toutes les bonnes raisons de ne pas se lancer. Donc, voilà, ne pas écouter, se faire confiance. Voilà, ça c'est, je crois, les 2 critères basiques et simples, comme dirait Orelsan, mais ce qui est pour moi le top départ de l'entrepreneuriat et le top départ de la direction d'un cabinet à créer ou créer ex nihilo. Le deuxième conseil que je donnerais, et tu l'as entendu tout à l'heure quand je vais présenter mon parcours, c'est de vivre avec les autres. C'est-à-dire que la richesse de ce métier, pour moi, est liée à la richesse humaine. Et la richesse de ce métier est liée au parcours et aux personnalités que l'on croise. Et donc, plus tu as une vie sociale, professionnelle ou personnelle d'ailleurs importante, plus tu vas être en capacité d'abord de créer du réseau, bien évidemment, mais aussi de pouvoir repérer des gens qui sont en phase avec ce que tu es et avec ce que tu veux faire. Et ça, c'est un soutien bien plus important que le financier, à mes yeux, pour un créateur, en général, et notamment un expert comptable. Alors, ça peut être dans l'interprofessionnalité. Moi, j'ai beaucoup appris avec des avocats en droit des affaires. J'ai souvenir aussi, par exemple, d'un notaire avec qui j'ai beaucoup travaillé. Ces gens-là, si je ne les avais pas croisés parce que je n'étais pas sorti par curiosité dans certains cercles, j'aurais peut-être pas fait une partie des prestats avec sécurisation que j'ai pu faire et développer tout au long de ma carrière. Donc on apprend énormément des autres, ça veut dire qu'il faut absolument être, pour le coup, dans une relation intersociale ou à impact social, mais quels que soient les moyens, ne pas rester seul en gros, très simplement, et être dans des dispositifs collectifs et se l'imposer. On a un métier qui nous enferme possiblement dans un cabinet. Et ça, je l'ai souvent vu, et trop souvent vu. Et donc, on en perd même le fil de ce qu'est fait la profession, de ce que propose la profession. Moi, je reste très basique. L'anecdote, c'est typiquement, quand je faisais du contrôle qualité, j'aimais bien, puisqu'il y a pas mal de sujets qui sont liés à notre intranet professionnel, je voulais montrer pour aider, un modèle de lettre de mission. Eh bien, j'ai toujours été surpris de voir que la connexion à l'intranet de la profession était pas aisée pour tous les confrères et consoeurs. Ça veut dire qu'il n'y allait pas souvent. Je me souviens pas du mot de passe, ou je ne sais pas. Enfin bon. Donc, c'est d'avant tout être aussi en ouverture sur tout ce qui se passe dans notre métier. Et il se passe énormément de choses. Le Conseil national est constitué d'équipes excessivement fournies, importantes, qualifiées. Il y a énormément de matières premières qui, je dirais, est produites. Eh bien, très souvent, c'est pas la peine de réinventer le fil à couper le beurre. Tout existe. Même, on parlait tout à l'heure de création dans la profession d'un cabinet. En matière de communication, de marketing, de fiches de poste, de modalités de recrutement, de tout ce qui pourrait être inhérent à la qualité des travaux en cabinet, tu as tout. C'est-à-dire que un jeune ou un moins jeune qui veut démarrer ex nihilo, juste en étant un peu curieux, a une base de données qui est monumentale. Hein, je renvoie à la profession ce qu'elle fait depuis 20 ans, mais c'est une réalité. Donc, voilà les plans que je pourrais te donner en réponse à ta question. Mais t'as raison, il faut rester curieux, ouvert. Et ça, vous voyez pas, mais j'avais un petit sourire parce que j'ai entendu plusieurs fois plein de confrères dire ça sert à rien d'aller au congrès, j'ai des bilans à faire, et puis d'aller se promener au congrès, ça va peut-être m'ouvrir l'esprit, mais ça me rapporte pas d'argent. Qu'est-ce que t'en penses de cette phrase ?
Je pense que tu sais très bien ce que j'en pense. C'est un petit peu tu sais, dans les dessins animés où tu vois l'oiseau ou l'animal au bout d'une branche qui est en train de scier la branche sur laquelle il se positionne. C'est-à-dire que cette analogie que je suis en train de faire, c'est exactement ça. Plus tu mets la tête dans le seau, plus tu fais l'autruche, plus tu enfouis tout ce qui est lié aux autres, plus tu t'isoles, moins tu es curieux, moins tu es pertinent. Et ne nous y trompons pas, c'est par les autres qu'on s'enrichit, je me répète, mais c'est ce qui évite aussi des catastrophes importantes dans mon métier. Et que des fois, ne serait-ce que d'échanger à une formation, moi je parle même pas d'un congrès, mais à une formation, parce que même en formation, on a beaucoup de mal au niveau national, en tout cas on n'a pas des taux de présence dans les IRF et dans les formations des IRF qui devraient être à la hauteur de ce que notre profession nécessite. Et puis en commissariat aux comptes, je me permets de le rappeler, l'un des griefs qui a été porté par le HMC l'an dernier, c'est qu'à peine 40% des obligations de formation étaient tenues par la profession. Donc je ne dis pas des choses, je dirais, en l'air, c'est factuel, et je le dis sans jugement. Ne serait-ce qu'aller en formation, c'est de rencontrer du monde, à la pause café, discuter, et puis peut-être partir avec une adresse et déjeuner 3 semaines, 1 mois plus tard, parce qu'on était sur un sujet technique dont le confrère qui était assis à côté de toi maîtrise bien et que toi t'es emmerdé, ben tu vas lui passer un coup de fil ou tu vas le rencontrer au cours d'un déjeuner et il va, parce qu'en général il a une profession bienveillante quand même, il va t'aider ou à te donner quelques pistes. Alors évidemment, les congrès c'est encore plus important. Pour moi, un congrès, d'abord c'est là que tu vois tout ce qui se fait par l'offre des prestataires et des fournisseurs qui sont présents. Et puis ensuite, c'est là que tu peux écouter là encore en formation, dans des ateliers, dans des plénières, tout ce qui se dit sur notre profession. Et donc, ma curiosité à moi m'a fait participer à un paquet de ces congrès, de ces événements de la profession. Pourquoi ? Parce que c'est là que tu as les signaux faibles. Je donne souvent cet exemple-là, tu vas voir que c'est à mon avis, un vrai signal faible. Aux assises de Marseille de la compagnie, il y a maintenant 3-4 ans, j'avais été un atelier hyper intéressant. Et j'ai en gros retenu que ça. Mais je crois que c'est très très vrai. Et c'était il y a 4 ans à peu près. Que l'audit légal, le commissariat aux comptes était fini, ou quasi. Parce que les algorithmes et l'intelligence artificielle allaient prendre le dessus, et que notre job à nous, dans le futur, serait très certainement de faire l'audit de ces dispositifs informatiques et de ces modalités informatiques. Alors tu vois, je fais un exemple de ce rappel à un atelier où moi j'ai été apprenant et j'ai entendu ça, et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui et comment ça interpelle la population générale et citoyenne, mais notre profession, je crois que c'est tout à fait vrai. Donc les congrès sont des lieux où tu vas réfléchir aussi à la direction à prendre dans ton activité professionnelle. Et en fait, pour moi, cette curiosité va amener une pertinence stratégique tout simplement. C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre de te dire, écoute, facturer quasiment rien du travail qui a quand même de la valeur, va peut-être falloir que je fasse autre chose. Et va peut-être falloir que je fasse autrement. Et alors que si tu restes dans ton coin, tu vas toujours avoir, et ça c'est humain, un autosatisfait, parce que d'ailleurs tu vas avoir des éléments de satisfaction. Il faut pas dire le contraire. Mais est-ce que dans un benchmark avec d'autres professionnels, tu as pas plutôt tendance à t'enfoncer inexorablement? À mon avis, si. C'est un petit peu comme le classement PISA de la France en matière éducative. On a beau dire que tout va bien, mais en fait, depuis des années, tu vois, dans PISA, la France, elle est en train de plonger tranquillement et radicalement. Donc, il faut se confronter aux autres en permanence parce que les bonnes postures, les bonnes manières, les bonnes solutions, les belles réussites se font ailleurs souvent, et c'est une réalité statistiquement, que dans notre propre cabinet. Donc, il faut aller s'en inspirer. Surtout qu'on comprendra encore mieux ce qui se passe, que des fois on comprend pas d'où ça vient, et après du coup, c'est un vrai mur pour pouvoir remonter. Là, ça permet d'avoir des petites tendances sur ce qui va arriver. Là, on le voit, on va parler beaucoup de facture électronique, de la data, au prochain congrès. Il y a ChatGPT qui est arrivé là actuellement, les intelligences artificielles, donc data, un petit peu de choses qu'on peut automatiser. C'est important de sentir comment ça va être dans les 2-3 prochaines années. C'est essentiel, tout ce que tu évoques. Alors par exemple, je vais parler de mon activité chez Vision et de ce qu'on fait, mais on travaille avec ChatGPT. On est disruptif au niveau techno, donc on est totalement autonome sur les développements des contenus informatiques et de toutes les passerelles de ce type-là.
Et c'est un vrai sujet sur lequel on s'est déjà emparé, parce que nous, on est persuadés que ça va avoir un impact. Et donc, ça veut dire qu'évidemment, faut, si ce n'est pas déjà fait, déjà concevoir les prestations de demain. Et ça, c'est le problème de l'inertie de professions réglementées comme la nôtre, qui, sous l'aspect de la réglementation, ont une sensibilité à la sécurisation qui, de mon point de vue, hein, c'est que mon point de vue, est à mon avis un biais cognitif complet, parce que ce que fait la masse de notre profession en termes de chiffre d'affaires, hein, à la louche, 70% du chiffre d'affaires est de la tenue comptable. Je fais rapide, mais en gros, c'est ça. On peut jouer sur la nuance, je serais prêt à en parler, à débattre, mais globalement, c'est ça. Bah, quand tu fais ça et qu'aujourd'hui, les systèmes d'automatisation et d'intelligence artificielle sont quand même plus qu'évolués et vont permettre très très rapidement, notamment avec l'éruption de la facture électronique chez nous, de modifier la donne. Fondamentalement, ça va poser des questions sur le sens dont je parlais, la stratégie des dirigeants de cabinet. Hein. Complètement. Est-ce que tu pourrais me donner un dernier conseil, toi, sur le coin marketing? Qu'est-ce que tu pourrais faire, se former, ou des techniques que tu as peut-être utilisées? C'est-à-dire, comme conseil? Sur le market, toi, en tant que chef d'entreprise, expert comptable. Ben d'abord, moi, pour donner un témoignage vivant, c'est que jusqu'à ce que je découvre la puissance du marketing au travers de formation, et je te dis quelque chose qui est autour de 2010, j'étais dans la croyance absolue, tu vois, comme quoi je reste dans le collectif, que le marketing servait à rien. Moi, j'ai été forgé là-dedans. Les gros des confrères que je fréquentais, je te parle des années 98 à 2010. Hein. Bon, le marketing, c'était là, ça a toujours existé. Hein. C'est une vieille science, ou si on peut l'appeler ainsi, en tout cas une science humaine. Mais bon, dans la profession, c'était pas quelque chose, je dirais, d'ancré et d'essentiel. Pourquoi ? Parce que la profession libérale réglementée que l'on exerçait permettait de s'installer, d'avoir des clients et de travailler, tout simplement. Et quand j'ai découvert le marketing, j'ai découvert une puissance de feu énorme, et j'ai découvert, avec des plats phares sur un chemin vicinal de nuit, qu'en réalité, on travaillait, et j'ai orienté toute ma stratégie ensuite là-dessus, sur l'offre, et non pas sur la demande. Et je crois que ça a été le clivage essentiel de rupture pour moi, et je crois que ça devrait être dans les années à venir un vrai clivage général, parce que beaucoup de cabinets sont encore sur un marketing de la demande. C'est en gros, bonjour monsieur le prospect, qu'est-ce que vous souhaitez ? Ah ben hop, on ouvre la chemise et on est capable de proposer une prestation. Ça c'est globalement fini. D'ailleurs, tous les cabinets qui réussissent, petits ou gros, se sont emparés du marketing de manière très active. Et donc il faut passer dans une proposition de valeur qui soit axée exclusivement sur l'offre de service que le cabinet va pouvoir faire. Alors quand on a dit ça, tout reste à faire, parce qu'en fait, on revient à ce que j'ai dit, qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, dans quoi je suis compétent, qu'est-ce qui a du sens, et à partir de là, tu vas pouvoir proposer des prestations. Et donc ensuite, un point qui est souvent aussi un vrai sujet chez nous, mais pas que chez nous, hein, en France en général, c'est-à-dire parler d'argent, mais dans la profession, c'est toujours un vrai sujet, puisqu'on aborde un pan du marketing indirect ou du développement commercial, qui est la négociation commerciale. Et donc, ça veut dire qu'il faut tarifer. Et donc, il faut savoir proposer une valeur sur les prestations que l'on fait. Donc, le marketing, pour moi, c'est travailler sur son catalogue de prestations, finalement. Ça, c'est quelque chose, pour moi, de central. Deuxièmement, ça va être quoi ? Ça va être de comprendre que le cerveau humain, notamment de chez nos clients et nos prospects, fonctionne comme nous, individuellement, quand on voit une pub. T'auras peut-être pas d'envie, mais si ça passe 3 fois devant le nez, tu vas dire, oh, tiens, c'est pas mal, ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut comprendre que la séduction existe aussi et que c'est une base dans l'entrepreneuriat. La séduction, ça va être donc de trouver un discours en accord avec des valeurs qui va être évidemment packagé, charté sur les réseaux de communication ad hoc. Eh bien, quand tu fais ces efforts et cet investissement-là, ça paye. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout un tas d'exemples qui le prouvent. À commencer par ce qui, il y a une dizaine d'années, quand ça a été lancé, était honni par la profession, mais les plateformes d'expertise comptable full Internet, full web, qui aujourd'hui ont pour toutes réussi et bien réussi, et pris de grosses parts de marché à toute la profession qui à l'époque était très réticente à ce qui était quoi ? Le marketing pur, hein, parce que quand tu pars sans clientèle physique dans l'absolu, et qu'il faut aller conquérir
des clients et les convaincre, il n'y a pas photo, tu passes par le marketing. Et donc le marketing, cet ensemble-là. Et troisième point, la communication. Parce que ça ne sert à rien d'être bien outillé, d'avoir réfléchi à ton offre, d'avoir réfléchi à qui tu étais, ce que tu voulais, et d'être accompagné des meilleurs marketeurs. Si à un moment donné, tu n'es pas le premier porte-parole de ta propre capacité d'entraînement, d'embarquement, de conviction, eh bien, ça ne marchera pas. Donc, il faut apprendre ou travailler, quand on a des compétences là-dessus, sur le vecteur de la communication, verbale et non verbale. Et ça, c'est aujourd'hui un vrai sujet encore, à mon avis, entier. Quand j'entends que je lis beaucoup de choses, je me dis qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. Tu as raison, parce que moi, on me demande des fois, certains confrères, de m'occuper, par exemple, sur les réseaux sociaux, de la communication d'un tel ou d'un tel. Et à chaque fois, je leur dis non, parce que, premièrement, quand on va vouloir communiquer, par exemple, sur de l'IFRS ou de la conso, moi, j'en ai jamais fait. Donc, je serais pas compétent. Donc, je saurais pas montrer l'expérience de ce confrère-là. Et puis, j'aurais pas la manière de faire. C'est propre à chacun. Et comme tu dis, première chose en communication, celui qui doit le montrer, c'est le chef d'entreprise, pour que ça puisse découler. Donc, c'est à vous d'avoir votre propre biais, votre propre expertise à mettre en avant. Parce que si vous donnez ça à d'autres, ça va être fade un petit peu, ça va pas sortir du lot. Moi, c'est ce que je ressens. On dit beaucoup de choses aujourd'hui en stratégie, en management, notamment les structures horizontales, la disparition des intermédiaires verticaux dans une entreprise. Mais tu peux le prendre dans n'importe quel sens. Si tu n'as pas un chef d'entreprise doté de qualité, de défauts, mais de qualité. Et parmi ces qualités, si tu n'as pas une capacité, mais je dirais naturel, voire solaire, de convaincre systématiquement qu'il faut être avec toi. Que ce soit un collab quand tu recrutes ou que ce soit un prospect pour qu'il devienne ton client, tu n'y arriveras pas. Donc oui, c'est intrinsèque dans ce que l'entrepreneuriat impose, c'est évidemment ce vecteur de communication et cette capacité de conviction, d'embarquement, de pédagogie. Ça manque beaucoup. Et tout ça, tu vois, moi j'accompagne sur l'UV3, je forme beaucoup là-dessus. Pourquoi ? Parce que pour moi, dans le deck, l'UV3 est l'UV phare emblématique de ce qui est vraiment dans la durée, la profession au sens des compétences nécessaires et suffisantes pour pouvoir, je dirais, s'envoler et réussir. Et c'est toutes ces compétences que j'ai évoquées. Bon, en tout cas, on a passé plus d'1 heure ensemble et on a appris plein de choses. Tu nous as partagé ton expérience, ton vécu. Et je pense que ça va aider à plein de futurs confrères qui vont se lancer ex nihilo d'avoir plein de petits biais pour pouvoir s'améliorer. Mais juste avant de te laisser, j'aimerais faire un petit jeu avec toi. Je le fais à chaque fois sur l'interview, c'est le jeu ceci et cela pour apprendre à te connaître. Est-ce que t'es prêt ? Allez. Alors, est-ce que tu es plutôt lève-tôt ou couche-tard ? Lève-tôt. Ça, c'est pour faire les bilans, là, on est encore en période. Non, c'est qu'après, avec l'âge, tu dors moins. C'est vrai. Justement, tu préfères un contrôle fiscal ou faire une période fiscale ? Oh, un contrôle fiscal. Ouais, c'est moins long. Ouais, c'est plus binaire. Tu es dans la règle ou tu n'y es pas. C'est vrai, au moins tu sais. J'ai été fouiné un petit peu sur tes réseaux sociaux. Est-ce que tu préfères faire du développement durable ou du développement personnel ? Les deux, mon neveu. Oui, c'est pour ça, mais je te demande de choisir. Non, mais là, mon cœur balance. Là, t'es coquin. Honnêtement, mais je pense que tu l'as compris. Forcément, c'est avant tout le développement personnel. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on n'a qu'une vie, qu'elle est passionnante, que je crois au fait qu'il faille réussir sa vie et pas réussir dans la vie, et que à ce titre-là, toute la vie, il faut se développer, s'élever, s'ouvrir. Évidemment, derrière, aujourd'hui, on a le développement durable, donc j'interviens de temps à autre et je communique là-dessus parce que c'est un vrai sujet. Et j'en profite juste pour dire que ce sujet, il faut s'en emparer parce que moi, je crois beaucoup à la profession qui est une profession citoyenne. Voilà, ça, j'y crois énormément. Je trouve qu'on n'en parle pas assez et je pense qu'on devrait marketer dans la profession le fait qu'on est une profession citoyenne. Alors, on l'a beaucoup entendu avec la crise Covid. Mais typiquement sur le développement durable, les problématiques d'embarquement de nos clients, si au niveau national, les 21 000 experts comptables étaient capables d'embarquer tous les chefs d'entreprise que la profession suit sur ces critères-là pour une amélioration collective, eh bien, je pense que ça serait un sacré boulot et que l'on pourrait être fier de ça.
T'es basé vers Toulouse, et je voulais te demander si tu étais plutôt TFC ou Stade Toulousain. Donc plutôt foot. Stade Toulousain, mon garçon, Stade Toulousain. Rugbyman dans l'âme. Et d'ailleurs, j'ai acheté, alors, ce que j'ai dit à mes enfants, parce que je vais les emmener, le billet pour la finale du top 14 de cette année, et j'ai attendu 50 ans pour aller voir, en vrai, une finale du top 14, mais je suis féru de rugby. Bon, on souhaite le meilleur pour ton club. Tu préfères faire des conférences ou poster sur LinkedIn? Ah, c'est pas les mêmes plaisirs. Honnêtement, allez, parce qu'il faut te répondre quand même quelque chose par rapport à l'autre. Je mettrai d'abord les conférences et ensuite poster sur LinkedIn. Pour une raison simple, c'est qu'il y a aussi l'interaction humaine, voilà, tout simplement. Et le dernier qui va pas être facile, tu préfères partir au Sénégal ou au Maroc? T'es vraiment un coquin. Pour ceux qui nous écoutent, voilà, c'est parce que j'ai vécu 20 ans, je suis né au Côte d'Ivoire, j'ai vécu ensuite au Maroc et au Sénégal, et donc Florian... sacré pervers finalement, d'expert comptable sage. Alors, mon cœur, moi, balance quand même pour le continent africain, évidemment. Et je veux pas me prononcer parce que j'aime ces deux pays. Et tu y partiras plus tard, en retraite? Je vais régulièrement au Maroc déjà. Le Sénégal, j'y suis pas retourné. Je suis parti en 90, donc tu vois, ça fait un bail. J'avais passé mon bac à l'époque. Et j'aimerais y retourner, oui, j'aimerais y retourner. Bon, l'occasion ne s'est pas présentée, ou en tout cas, j'ai fait d'autres choix, on va dire. Bon, on te souhaite d'y retourner prochainement. Et puis, pour tous les autres auditeurs, on te remercie. Merci à toi d'être venu. Merci à toi, surtout. On a passé un super moment, et puis on vous dit à bientôt. Avant de se quitter, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères. J'en profite pour remercier mes partenaires qui, grâce à eux, me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois. Merci, rendez-vous au prochain épisode.